Parfait. Donc, bien, d'abord et avant tout, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre premier webinaire des veilleurs de l'année 2025. Donc, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle programmation de l'hiver 2025. On a un programme vraiment intéressant pour cette session-ci. On est bien content. Alors, bien, je me présente, Marisol Dubreuil. Je suis professionnelle à l'équipe de santé bien-être à la direction des ressources humaines. Aujourd'hui, je suis en remplacement de ma collègue Marilyn Nessard qui est présentement en vacances. Alors, bien, le sujet du webinaire aujourd'hui, c'est gérer la souffrance morale lorsque notre éthique est remise en question. Donc, c'est un webinaire qu'on a décidé d'ouvrir à tous et à toutes. On trouvait que c'était un sujet très intéressant et pertinent de partager là, à l'ensemble de notre communauté interne. Donc, un sujet que j'ai bien hâte que nos présentatrices puissent vous partager, en fait. Donc, pour ce qui est du déroulement de la présentation, un peu la même procédure qu'habituellement. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à utiliser le clavardage. Donc, je vais en faire la vigie si besoin parfois de clarifier certains éléments. Sinon, on va avoir là une période de questions là, à la toute fin. Là. Donc, sachez qu'il y a une période réservée pour les questions à la fin. Aussi, à la fin du webinaire, je vais mettre dans le clavardage le formulaire d'appréciation à compléter. Donc, on aime toujours ça, là, avoir vos commentaires, puis ça nous permet de toujours continuer à nous améliorer à ce sujet-là. Donc, la présentation d'aujourd'hui sera enregistrée. Je vais vous l'envoyer par courriel d'ici la fin de la journée avec les présentations PowerPoint. Juste un petit fait à noter par rapport à ça. Si l'enregistrement va être envoyé aux personnes qui sont inscrites. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, si la conférence a été transférée ou quoi que ce soit, là, donc c'est encore le temps de vous inscrire parce que c'est vraiment tous les inscrits que je vais envoyer le lien. Donc, je pourrais peut-être même déjà d'ailleurs vous mettre le formulaire d'inscription là, juste au cas là, pour pas que vous le cherchiez. Donc, je vais vous le mettre ici. Et voilà. Fait que pour ceux et celles qui veulent s'inscrire pour recevoir le courriel là, à la toute fin. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mes collègues. Peut-être d'abord Adélaïde Dussault et Lynne Morissette, qui sont conseillères à l'éthique à la DQEPE et du comité éthique clinique et organisationnel. Et également Alexandra Boldubuc et peut-être Émilie Tané de l'équipe SPIC Santé Bien-être qui vont là, co-présenter ce super webinaire. Alors, bien, je vous laisse la parole. Parfait. Je vais mettre les diapositives, vous allez me dire si ça marche et c'est ma collègue Lynn qui va commencer. Est-ce que vous avez les diapos en plein écran? Oui, oui, c'est parfait. Lynn, à toi la parole. Alors, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à la première partie de la présentation qui portera sur la souffrance morale et les dilemmes éthiques. L'objectif étant de mieux la reconnaître pour mieux la soutenir. Alors, les objectifs de notre présentation, ça va être de vous définir très brièvement ce qu'est l'éthique. Et ma collègue Adélaïde va vous présenter le processus de décision éthique. On va voir qu'est-ce qu'une valeur. On va faire la distinction ou le lien entre un dilemme éthique et la souffrance morale ou aussi le conflit de valeurs. Et pour terminer, on va mettre la table pour nos collègues du SPIC en vous présentant quelques pistes de solutions, en fait, pour pas aggraver notre malaise quand on est dans une situation de tension de valeur. Alors, l'éthique, selon le philosophe Paul Ricoeur, ça se définit par une vie bonne avec et pour autrui,
dans des institutions justes. Et on a choisi de vous présenter, en fait, de vous présenter le triangle de l'éthique parce qu'il définit bien les acteurs qui sont implicitement en trame de fond quand on a une problématique qui sollicite notre fibre éthique. Alors, la trilogie du triangle étant le je et le je, en fait, qui nous représente, nous les soignants, le tu, qui représente l'usager et ses proches, le je et le tu ayant chacun leur vécu, leurs valeurs fortes, leurs expériences, leurs connaissances, et finalement le il qui représente notre organisation, qui représente les cultures, les traditions, les normes, les champs disciplinaires, etc. En fait, pour reprendre deux citations, ce triangle, ben, il nous montre que l'éthique, elle nous questionne en fait chaque fois qu'on se trouve à un carrefour où il faut faire coexister l'épanouissement, les droits des personnes et le bien de la collectivité, la liberté de la personne et sa responsabilité envers les autres. Puis il nous mentionne aussi il nous rappelle que le soin, ben, il se développe non seulement dans un contexte qui est relationnel, mais aussi dans un contexte qui est social. Mais l'éthique, elle passe par le dialogue, hein. On veut construire ensemble, on veut rechercher un sens commun dans les situations afin de prendre en fait la meilleure décision possible et dans le meilleur intérêt de toutes les personnes concernées. Et il y a pas toujours une décision ou des scénarios de solutions qui sont idéaux. Il faut parfois choisir la moins pire des solutions, mais en tout temps, mais la décision, elle doit être justifiable aux yeux des autres, puis elle doit toujours être prise dans le meilleur intérêt de toutes les personnes concernées. On va voir maintenant qu'est-ce qu'une valeur. En fait, ben, une valeur, c'est une source de motivation. C'est notre moteur d'action. Dans notre vie, hein, on a tous des valeurs fortes, puis c'est probablement celles-là qui ont fait en sorte que vous êtes dans l'organisation du CIUS aujourd'hui, puis que vous faites ce que vous faites aujourd'hui. On a nos valeurs personnelles, on a nos valeurs professionnelles et on a des valeurs organisationnelles puisqu'on travaille dans une organisation. Et j'aime beaucoup les 3 cercles, pour faire une petite parenthèse, parce que les 3 cercles, en fait, ça nous quand on prend des décisions en éthique, en fait, on table sur des valeurs parce que c'est ça qui nous rallie. Et ce qui est intéressant, c'est que la meilleure décision en éthique, ça va toujours celle qui est à la croisée des 3 cercles. Mais c'est pas toujours le cas. Et des fois, nos valeurs sont complètement à l'extrémité de notre cercle et on doit faire un effort ensemble pour se rapprocher du centre. Je trouvais que ça imageait bien. Et pour vous donner des exemples, si on prend par exemple les valeurs de conformité, sécurité et la valeur de liberté qui revient souvent dans les problématiques éthiques, en fait, nos valeurs personnelles, en fait, notre vécu, ben, il va influencer hein, notre tolérance au risque. Si moi, je suis une personne qui a eu un accident qui a eu des accidents antérieurement, mettons que je suis une personne plus anxieuse qu'une autre ou que j'ai un vécu qui résonne avec la situation, bien, ma tolérance au risque, elle ne sera pas la même qu'une autre personne qui est plus téméraire, qui est moins anxieuse, et etc. Au niveau de nos valeurs professionnelles, toujours conformité et conformité, sécurité et liberté, ben notre expertise professionnelle, elle nous amène des valeurs professionnelles aussi qui teintent nos décisions. Tu sais, si je suis une professionnelle en prévention des infections, par exemple, ben je vais avoir un regard qui est axé sur les mesures de protection, sur l'hygiène et salubrité. Si je suis une professionnelle en gestion des risques, ben, je vais peut-être avoir de la misère à sortir de ma zone de conformité et de normes et etc., hein. Selon nos lunettes professionnelles, on ne voit pas la situation de la même façon, d'où l'intérêt de travailler à plusieurs ensemble. Puis au niveau des valeurs organisationnelles, bien, les valeurs de notre organisation sont l'humanisme, l'engagement et l'adaptabilité. Alors, je vais changer un peu de mode, c'est juste pour que je veux vous voir pour cette diapo, mais je repasserai en plein écran après. Mais je vais vous demander un petit exercice, c'est de regarder cette photo. Puis je voudrais que vous écriviez dans le clavardage, je vais lire certains commentaires, mais quand vous regardez cette photo,
Et vous vous dites quoi, tout simplement, en regardant l'image à l'écran? Si vous pouvez partager dans le clavardage, là, les uns les autres, si on avait au moins 3-4 commentaires, on va les commenter rapidement. Excellent. Alors, je vais les lire comme ça parce que je sais comme c'est enregistré pour ceux qui nous regarderont. Quelqu'un qui dit je vais l'aider, ça prendra une rampe, une autre personne, liberté, une autre personne, enjeu d'accessibilité, détermination, difficulté, défi, réflexe de peur qu'elle tombe, témérité, confiance, allez fonce, témérité, courage, vous êtes tellement inspiré, là, environnement non adapté, elle est débrouillarde bien plus que moi. Son fauteuil est clairement pas ajusté, ça doit être une ergothérapeute, c'est même marqué, effectivement, trop risqué, sécurité. Bon, ça vous inspire beaucoup, je pense que je ne vais pas tous les lire, mais cet exercice, c'est vraiment fait pour prendre conscience qu'on regarde tous la même image. Puis il y a un petit peu deux groupes de commentaires. Il y a le groupe plus des prudents qui pensent au risque et à la chute, puis il y a le groupe de ceux qui voient le défi, l'accomplissement, repousser les limites. Et donc on voit qu'il y en a qui ont plus un réflexe de sécurité, il y en a qui ont plus un réflexe d'observer la liberté. Il y avait quelqu'un qui avait fait un commentaire sur cette photo de dire ben, je vois quand même, il ou elle a déjà descendu 10 marches. Alors, ça, c'est important parce que ça nous permet de prendre conscience que tous autour de la table, là, on a tous regardé la même image et chacun s'est raconté une histoire. Puis cette histoire, elle nous dit quelque chose sur notre propre perspective et notre propre vision. Et puis quand on est en éthique, on est très conscient et on est très attentif à ça, de se demander ben, comment ma propre perspective peut teinter ma propre perception de l'enjeu peut-être que je vis avec mon usager qui serait autour de la sécurité. Donc vous avez compris avec l'exemple que Lynn a donné avant, là on a décidé d'utiliser un peu comme fil rouge cette question de situation qui met en jeu la liberté et la sécurité. C'est des choses très fréquentes qu'on a dans les situations éthiques. Et puis on pense que par rapport à la souffrance morale, c'est des situations qui peuvent générer beaucoup de tensions internes quand vous les rencontrez comme professionnels ou les équipes. D'ailleurs, je voulais juste continuer, mais là, ce sera peut-être, s'il y en a qui veulent bien ouvrir leur micro, de nous dire si vous avez récemment eu un exemple qui mettait en tension cette question de la liberté et de la sécurité. Moi, je ne vois pas les mains, donc il faudrait que quelqu'un les prenne. Je me suis remise en présentation, mais s'il y a une ou deux personnes qui auraient un exemple qui leur est arrivé récemment, qui illustre aussi cette tension. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait se lancer? Briser la glace? Oui, donc il y a Sandra Landry. Tu peux Oui, ouvrir en son... fait, Oui. moi, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, OK. En fait, moi, je suis travailleuse sociale au soutien à domicile et l'exemple qui revient extrêmement souvent, puis que d'autres travailleuses sociales vivent, là, c'est quand les gens sont hospitalisés, nos personnes âgées sont hospitalisées, quand ils arrivent à l'hôpital, quand ils n'ont plus besoin de soins actifs médicaux, on nous demande de les sortir coûte que coûte, puis de les ramener à domicile. Et là, il y a un enjeu de sécurité incroyable. Tu sais, là, j'ai même un usager qui, actuellement, on veut le renvoyer à domicile, il fait des fugues à répétition, puis ils veulent mettre une constante. On sait très bien que les constantes 24/7, ben, ils ne se présentent pas tout le temps. Fait que l'enjeu de sécurité va être là quand même. Fait que ça, c'est un exemple que nous, on vit au soutien à domicile. Ben, merci Sandra pour l'exemple. On voit bien dans cet exemple-là, là, il y a notre intégrité professionnelle, notre sentiment de responsabilité envers l'usager. Puis on pourrait se dire, ben, il veut quoi l'usager aussi? Lui, justement, dans sa parole, son autonomie, sa liberté. Alors c'est sûr, je vois que l'exemple impressionne Louise dans les commentaires. C'est certain que c'est des situations très compliquées. Puis on est bien conscient que vous y êtes confrontés régulièrement. Alors on va continuer à réfléchir un petit peu à ça. Je vais reprendre dans ce mode-là qui vous permet de mieux voir. Donc, finalement, c'est quoi un dilemme éthique? Ben, justement, c'est des situations où on se trouve dans une impasse d'agir. Donc, parfois, la vraie réalité de la vie fait qu'il y a un choix entre plusieurs solutions, mais aucune n'est pleinement satisfaisante. Donc, nous, ce qui nous intéresse dans la démarche éthique, c'est qu'on va souvent vous accompagner pour essayer de trouver quelles sont les valeurs éthiques qui sont en tension.
Donc, les valeurs éthiques qui pourraient être par la personne qui doit décider, parfois c'est le professionnel, mais parfois la décision, c'est aussi l'usager. Ça peut être une décision partagée. Donc, on va s'intéresser à la perspective de plusieurs personnes qui sont impliquées aussi. Et en fait, on sait qu'on doit décider. Donc, on cherche vraiment à faire cette démarche de manière pragmatique pour vous soutenir, pour essayer de trouver la meilleure décision possible dans des circonstances imparfaites, un petit peu comme Lynn disait tout à l'heure. Donc, voilà, les exemples où il y a un dilemme entre deux valeurs, la sécurité d'une personne et puis son libre choix, ben, c'est des situations qui sont assez complexes et qui peuvent être accompagnées au plan éthique. Donc, comment on fait pour vous accompagner quand on a des demandes d'accompagnement? Ben, déjà, la première étape, c'est vraiment de bien comprendre la situation avec vous. Donc, prendre le temps de se poser, d'écouter les perspectives de plusieurs personnes. Identifier les éléments normatifs, ben, ça, c'est regarder un petit peu, est-ce qu'il y a des questions de droit, des questions légales, est-ce qu'il y a des normes de pratique qui sont disponibles dans l'organisation? Là, tout à l'heure, dans l'exemple qui était mentionné, peut-être il y a des choses, j'entendais peut-être des questions sur la surveillance ou les contentions, et il y a des choses qu'on doit réviser. Donc, on fait un petit peu le tour de ça. Parfois, on vous recommande de parler avec certaines personnes pour continuer à les explorer. Mais on cherche vraiment à structurer une analyse des valeurs selon les différentes perspectives. Et puis, on cherche quelles sont les options. Puis, on cherche à les mettre en relation et voir si ça permet de faire émerger une solution qui semblerait plus satisfaisante. Et ça, en vue de vous soutenir pour que vous puissiez décider de l'action. Parce que le comité éthique, on ne décide pas pour vous, mais on vient vous soutenir dans votre réflexion pour que vous puissiez vous orienter vers une action qui soit adéquate. Dans la démarche qu'on fait, il y a une métaphore qui est celle de l'aveugle et de l'éléphant. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on voit comme partie de la situation? Donc, si un aveugle est mis devant un éléphant, ben, il y a celui qui va toucher les défenses, puis là, il va dire ah, ben, ça ressemble à une lance. Celui qui va toucher les oreilles, il va peut-être dire ben, ça ressemble à un éventail. Mais si chacun se parle en disant ce qu'on voit et ce qu'on perçoit, ben, peut-être que là, on peut arriver à percevoir dans l'ensemble la situation. Donc là, l'image, ça serait essayer de comprendre qu'on est face à un éléphant. Donc, est-ce qu'on est aveugle? Est-ce qu'il y a des parties de la problématique qu'on ne voit pas? Et puis, est-ce qu'il y a d'autres visions possibles? Donc, l'intérêt de se parler à plusieurs pour pouvoir bien tout explorer. En éthique, souvent, on aime bien représenter les choses sous la forme d'une balance. Donc, dans la balance, on va mettre nos valeurs et nos principes qui rentrent en jeu. Il y a des flèches sur les côtés, puis un triangle en dessous du plateau. Ça, c'est pour montrer qu'une situation est toujours unique et selon les circonstances, ça pourrait basculer d'un côté à un autre. En général, c'est jamais vraiment figé. C'est une démarche qui est singulière pour chaque situation et adaptative. Mais là, pour vous illustrer un petit peu comment on ferait, imaginons une situation du côté de gauche, ça serait une option plus de sécurité. Du côté de droite, c'est une option où la valeur de liberté est plus importante. Comme exemple que je vous donne, c'est quelqu'un qui aurait une dysphagie, donc qui tousse, qui a des difficultés alimentaires, mais qui déciderait, malgré les recommandations nutritionnelles, qu'il voudrait continuer à manger certains aliments qui sont contre-indiqués pour lui. Donc, l'option A, plus de sécurité, ça serait de se dire non, on veut vraiment plus s'attacher à un plan nutritionnel sécuritaire. Plus de liberté, ça serait de dire ben, est-ce qu'on voudrait un peu aller du côté de cet usager son envie de liberté? Donc, on regarde un peu quelles autres valeurs on a. Dans l'option de droite, l'option liberté, ben, peut-être que c'est très important pour cet usager, sa qualité de vie, puisque pour lui, peut-être que la dignité, c'est de pouvoir manger certaines choses et que c'est ça qui compte pour lui. Mais de l'autre côté, l'option plus sécuritaire, on pourrait se dire oui, mais là, si je suis le proposé qui va lui donner la cuillerée qui fait qu'il va s'étouffer, ben là, c'est le principe de non-malfaisance. Je ne veux pas faire quelque chose qui pourrait lui faire du mal. Donc, on voit que des deux côtés, on peut continuer à ajouter des valeurs. Mais quand même, du côté de sécurité, peut-être la personne qui disait ça, je ne voudrais pas lui faire du mal en lui donnant une cuillerée avec laquelle il pourrait s'étouffer, c'est parce qu'il considère que la dignité d'une personne qui s'étouffe et qui pourrait peut-être mourir en s'étouffant, que ça ne serait pas conforme à la vision que cette personne a de la dignité. Donc là, on voit que l'option A qui est à gauche, elle est plus centrée sur la perspective des professionnels, et l'option B à droite, elle est plus centrée sur la perspective des usagers. Je ne peux pas vous dire comment on résoudrait une question comme ça, parce que c'est tellement complexe, ça serait vraiment au cas par cas, mais c'est un peu pour vous montrer comment on fait le processus avec les équipes. Alors voilà pour moi, et je repasse la parole à Lynn. Oups, votre micro. Excusez-moi. Alors, maintenant, on va faire la distinction ou le lien, dans le fond, et le lien entre le conflit de valeurs et la souffrance morale. On a parlé des valeurs déjà. Alors, un conflit de valeurs, en fait, il n'arrive pas nécessairement quand on a un dilemme.
Il arrive quand on a une valeur forte à nous qui est en tension dans une situation. Ça vient m'interpeller dans mon besoin de sécurité, mon besoin de liberté, de la dignité. Ça vient nous interpeller aussi quand on est en relation avec une personne qui a des valeurs qui nous confrontent. Alors, à ce moment-là, on devient en conflit de valeurs. C'est une première étape. Alors, parfois, on n'est pas le décideur. On n'est pas le décideur, hein, comme Madame Landry disait tantôt, on se fait imposer des choses qui heurtent nos valeurs. Ça heurte notre sensibilité éthique, puis on a mal à notre idéal, on souffre. Alors, ça, c'est pour le conflit de valeurs. Et la détresse et la souffrance morale, en fait, ce sont des complications d'un conflit de valeurs. La détresse morale, elle se définit selon Jameson par un sentiment négatif qui surgit lorsque l'on connaît la bonne action à entreprendre, mais qu'il y a des obstacles, il y a des contraintes, par exemple organisationnelles, qui empêchent sa réalisation. La souffrance morale, elle, ben, elle va être ressentie quand une personne, elle va être ressentie par une personne à qui on demande d'agir, mais en opposition avec ses valeurs professionnelles, sociales ou personnelles. Et la souffrance morale, ben, elle est exacerbée quand on a l'incapacité ou qu'on a la perception qu'on a l'incapacité d'en parler ouvertement ou qu'on se dit, ben, ça donne à rien d'en parler, de toute façon, ça ne changera rien. Mais à ce moment-là, on reste comme pris avec la situation. En bas, il y a comme un petit diagramme qui illustre un peu la progression de la complication qui commence avec un conflit de valeurs. En fait, la première étape qu'on a définie tantôt, c'est la détresse morale. On devient un peu en détresse quand on réalise qu'on a vraiment un dilemme, qu'on vit des paradoxes. Bon, on a un conflit de valeurs, bien sûr, mais surtout qu'on se voit confronté à faire des choix qui sont impossibles. Il n'y en a aucun de ces choix-là qui m'intéresse et qui me semble adéquat. Quand on est en souffrance morale, ben là, on commence vraiment à être en décalage avec notre idéal. Il y a une perte de sens, puis il y a des émotions difficiles. Et le fossé empathique, la dernière étape, ben, c'est l'épuisement. Mais surtout, il y a aussi le désengagement, le cynisme. Hein. On vient au travail, on fait ce qu'on a à faire, mais on est comme un peu détaché. On abandonne. Et le pire, c'est la déshumanisation des usagers. On vient, à force d'avoir de la surcharge de travail, parfois on est de façon inconsciente, mais non conscient que c'est une personne qui est en avant de nous. On a l'impression qu'on est sur une chaîne de montage avec un temps limité pour chacun. Voilà. Quelques pistes de solutions pour pas, dans le fond, pour pas se retrouver avec des complications si on a un conflit de valeurs, puis on met la table pour nos collègues qui vont suivre, ben, c'est de partager, c'est d'être capable justement d'en parler, de partager le fardeau qu'on ressent. C'est de faire appel aux valeurs de solidarité et d'entraide, en fait. C'est d'en partager avec notre chef de service, avec nos pairs. C'est d'ouvrir le dialogue en équipe sur les valeurs qui nous rallient, les principes de base qui nous motivent à continuer. Puis tout ça afin d'entretenir le sens de notre profession, de notre métier, du bien fondé de notre travail. En fait, s'il y a une chose à retenir au niveau des pistes de solutions, à mon sens, de base, c'est de déterminer là où on peut agir et là où on a du pouvoir d'influence. Et pour donner l'effet un peu de la compassion, c'est si je peux pas sauver la vie de mon patient, ben, je peux peut-être lui tenir la main. Parce que des fois, oui, on peut pas, puis souvent, actuellement, on peut pas être dans notre idéal, mais on a quand même un carré où on peut être des acteurs clés. Puis je pense que c'est d'aller chercher ces petites actions-là qui vont nous permettre, en fait, de tenir le coup. Puis aussi, très important de se soutenir, de dire merci, de nommer ce qu'on trouve beau, parce que c'est facile, on nomme beaucoup ce qui nous dérange, mais ce qui est beau, on le nomme moins, puis ça fait une grosse différence. Alors, pour terminer, on a mis des petites. Ben, j'avais les images de la résilience. Merci, Adélaïde. Alors, on avait mis des petites images par rapport à la résilience. En fait, tous les petits moyens en bas qu'on peut utiliser personnellement pour se donner de l'espace, pour se donner de l'oxygène. Et j'aime beaucoup l'image de la fleur dans le pavé. On peut tous être des fleurs dans le pavé. On peut s'en donner les moyens. Et la fleur, elle fait une différence.
même s'il y a du pavé autour. Et également, le bol japonais, le kintsugi qui est craqué, ben, même si on est rendu loin dans notre processus puis qu'on se sent brisé, ben, sachez qu'on peut se réparer. Et ces bols-là sont réparés avec des fils d'or et souvent, ils sont plus résistants après et plus beaux. Ce qu'on peut être aussi euh, si on devient en rétablissement de notre situation. Voilà. Alors, un petit mot pour la consultation de notre comité d'éthique clinique et organisationnelle appelé SECO. En fait, toute la communauté du CIUS, tous les membres de la communauté du CIUS peuvent adresser une demande. Également les usagers et leurs proches avec l'autorisation de l'usager, bien sûr. Et nous, ce qu'on vous recommande préalablement à une demande de consultation, en fait, puis c'est aussi pour vous donner des moyens d'autonomie, c'est de consulter tous les moyens qui sont mis à votre disposition pour le soutien, pour obtenir du soutien pour résoudre la problématique. Par exemple, la consultation de nos avis repères qui sont disponibles sur l'intranet, la recherche des normes qui sont applicables qui s'appliquent à la situation, parce que ça peut éclairer beaucoup. Puis des fois, émotivement, on est pris devant la situation, puis on oublie d'aller regarder toutes ces choses-là. Et également, les rencontres d'équipe de pairs, en discuter ensemble, puis dialoguer avec les parties prenantes. Et pour Justement, terminer, oui? oups, excuse-moi, justement, à ce propos-là, on avait une question juste pour savoir, dans le fond, est-ce que le processus se fait à ce moment-là exclusivement en groupe? Comment que ça fonctionne pour cette partie-là? Quand Ben, on je fait peux une répondre, demande, puis oui. en fait, une seule personne peut faire une demande, puis de façon autonome aussi, dans le sens que tu peux être une professionnelle puis faire la demande. Un groupe peut faire une demande. C'est vraiment ouvert à tous. Je ne sais pas, Adélaïde, si tu as des détails à ajouter. Ben, c'est ça. En fait, quand on nous demande, souvent, on veut souvent parler à un petit groupe. On veut pas parler à une rencontre de Mhm. 10. On va avoir quelqu'un qui nous explique un peu. Ça peut être une ou deux personnes. On appelle ça la rencontre initiale. On essaye de voir si c'est vraiment éthique, si, comme disait Lynn, est-ce qu'il y a des normes, des choses à avoir avant, parce que c'est pas utile de prendre le temps de tout le monde, nécessairement. Donc, souvent, c'est une petite rencontre, mais parfois, quand c'est plus compliqué, on peut impliquer des membres du comité éthique pour faire des délibérations, comme on dit, mais Mhm. aussi on s'adapte selon la complexité. Voilà. Excellent. Merci beaucoup. Je pense que ça répond bien à la question. Puis pour terminer, ben, on vous a mis nos coordonnées, puis on a mis aussi l'image de l'intranet où vous allez pouvoir retrouver là, des documents, de l'information et tout sur le sujet de l'éthique. Voilà. Bien, un grand merci, Adélaïne et Lynn, pour cette belle présentation. Fait que dans le fond, je vous invite à continuer d'écrire vos questions dans le clavardage, puis on va quand même là, se garder un petit moment là, à la fin de la rencontre s'il y a d'autres questions. Donc, maintenant, je passerai la parole à Alexandra pour la suite. Oui, parfait. Je vais vous partager maintenant mon écran. Tu pourras me dire, Marcel, si ça Oui. fonctionne bien. Oui, on va très bien. Est-ce que tu vois avec les notes ou plus en mode de présentation? Là, il est en mode présentation. Parfait. Comme ça, on va mieux voir toute la présentation. Oui. Bien, bonjour tout le monde. Merci d'être présent ce midi. Merci aussi à Lynn et Adélaïde pour votre présentation. Moi, je suis Alexandra Dubuc, intervenante dans l'équipe SPIC, donc soutien psychosocial et intervention de crise sous le service de santé bien-être. Donc, en fait, le but de ma présentation, en fait, ça va être pour faire un peu une suite là, des concepts qui ont été vus justement avec Lynn et Adélaïde juste avant. Et c'est pour justement quand on vit certains conflits de valeurs, des valeurs qui sont en tension et qu'on vit une certaine souffrance morale, bien d'avoir des moyens là, pour pouvoir s'apaiser en contexte de souffrance morale. Donc, le but de ma présentation aujourd'hui, en fait, c'est d'expérimenter une démarche en 4 étapes qui va me permettre de m'apaiser en souffrance morale. Les 4 étapes de la démarche que je vais pouvoir vous faire vivre aujourd'hui, en fait, bien, c'est un peu comme un entonnoir
qu'on veut faire, c'est lorsqu'on vit une souffrance morale, bien, c'est de prendre un moment d'introspection et de réflexion pour réfléchir sur notre vécu, notre ressenti, pour pouvoir mieux s'apaiser ensuite. Donc, la première étape, ce serait justement d'identifier les émotions qui sont vécues. Et comment je me sens? C'est quoi les émotions qui sont plus fortes? Par la suite, c'est d'aller creuser un petit peu plus et d'identifier les valeurs qui sont qui sont heurtées, qui sont affectées. Et par la suite, lorsque j'ai justement pris conscience de comment je me sens, de mes valeurs, bien, c'est de trouver justement mes moyens pour me permettre de m'apaiser, donc mes pistes d'action. Et on va pouvoir terminer avec la synthèse. Donc, au niveau des émotions vécues, en fait, bien, lorsque nous vivons une situation de souffrance morale dans laquelle des valeurs importantes sont atteintes, bien, ça peut nous faire vivre diverses émotions et ça peut être difficile de reconnaître quelles émotions sont vécues et pourquoi. Donc, lorsqu'on est contraint à faire quelque chose, de porter une action qui va à l'encontre de nos valeurs, bien, ça peut nous amener à vivre une souffrance morale. Donc, justement, quand on sent qu'on n'a pas beaucoup de contrôle dans une situation et qu'il y a des choses qui nous sont imposées, bien, c'est normal de vivre des émotions de toutes sortes et une souffrance morale. Donc, justement, pour vous mettre un petit peu plus en contexte, là, pour que ça soit peut-être plus concret, c'est sûr que justement, les exemples qui ont été donnés juste avant, là, ça peut être des exemples que vous ayez en tête et que vous vivez peut-être présentement, soit au travail ou peut-être dans des moments personnels aussi. Donc, les deux exemples, j'ai essayé de sortir deux exemples, un personnel et un organisationnel pour que vous puissiez justement bien vous identifier à un des exemples pour justement vous dire, ah, ça me ferait vivre vraiment des émotions plus fortes, puis ouf, ça toucherait des valeurs profondes en dedans de moi. Donc, le premier exemple, l'exemple personnel, bien, c'est je dois prendre soin de mon proche qui est malade et qui a des besoins particuliers, tout en devant être présent au travail car on ne trouve personne pour me remplacer. Le deuxième exemple, plus organisationnel, bien, c'est lorsque des consignes organisationnelles descendent et les services sont modulés. Les soins, les gestionnaires, les collègues et les usagers en sont donc impactés et affectés. Donc, vous pouvez réfléchir justement à l'exemple qui justement vous interpelle plus, vous touche plus, puis qui pourrait justement vous faire sentir moins bien et même qui pourrait vous amener une souffrance morale. C'est ça, tout ça le but aujourd'hui. Donc, vous pouvez justement garder votre situation en tête et réfléchir à ces deux questions suivantes-là. Premièrement, comment vous vivez la situation et quelles sont vos émotions ou ressentis? Je laisse le temps de réfléchir un petit peu, puis ceux qui veulent les partager dans le petit chat, bien Marisol, elle va pouvoir faire des petits constats là, de qu'est-ce qui en ressort. Donc, est-ce qu'il y a quelques réponses? Peut-être que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de partager non plus sur les émotions que ça peut faire vivre. Il y a impuissance qui ressort beaucoup, tiraillement, ambivalence, découragement, colère, malaise, frustration, colère aussi. Bien, merci Marisol. Justement, pour faire suite avec cette émotion-là, la fameuse colère, en fait, c'est sûr quand on vit de la souffrance morale, souvent la première émotion qu'on dirait qui est répandue puis que les gens peuvent vivre, bien, c'est de la colère, de la frustration, parce que justement, on sent qu'on a une grosse boule, puis souvent on l'associe à la colère. Mais lorsqu'on creuse un petit peu plus, puis c'est un peu ça le but de la démarche, bien, quand on creuse un petit peu plus loin, bien, on peut justement avoir des émotions un petit peu plus sous-jacentes. Puis des fois, quand on prend le temps d'explorer, sous ma colère, est-ce qu'il y aurait peut-être une autre émotion également qui peut être que je vis. Donc, j'ai sorti justement un tableau de d'autres émotions que des fois, au lieu d'utiliser les grandes émotions comme la peur, la colère, la tristesse, la joie qu'on connaît bien, bien, d'autres émotions que des fois, on peut prendre le temps de réfléchir sur notre ressenti. Donc, si je reprends justement l'exemple personnel, le premier exemple, ben si je creuse un petit peu plus, bon, ça se peut que je sois en colère parce que là,
je voudrais être à 2 places en même temps, m'occuper de mon proche, puis être présent au travail parce que je sais que sinon mes collègues vont en écoper peut-être des conséquences. Mais si je creuse un petit peu plus, bien, je peux justement ressentir de l'impuissance, de la peur ou des préoccupations. Tu sais, je peux avoir peur de ne pas répondre aux besoins de mon proche, puis je peux avoir peur des impacts qui pourraient s'en suivre. Je peux craindre aussi d'être trop fatiguée et préoccupée pour bien assumer mes responsabilités professionnelles, de faire des erreurs au travail. Je peux me sentir coupable, hein, comme le tiraillement qui a été sorti aussi dans les commentaires. Si je prends aussi l'exemple plus au niveau organisationnel, bien, je peux aussi avoir peur des représailles avec ces nouvelles consignes. Je peux anticiper les impacts possibles et je peux aussi observer les réactions des gens qui sont touchés par ces changements organisationnels-là et ça peut justement m'attrister, me décevoir. Donc, en résumé, les émotions fortes servent à nous alerter que quelque chose est important pour nous, qui est en jeu, et les réactions, même si elles peuvent être inconfortables, sont précieuses pour comprendre ce qui compte vraiment et ajuster nos actions ou nos relations en conséquence. Puis c'est important aussi de souligner que pour une même situation, ça peut être vécu différemment d'une personne à une autre, dû à ses valeurs qui peuvent être différentes, son seuil de tolérance, sa capacité d'adaptation, de résilience, et c'est tout à fait légitime. Donc, c'est pour ça qu'on mentionne que c'est essentiel de ne pas porter de jugement sur le vécu de nos pairs. Parce que pour une même situation, un peu comme l'exemple juste avant là, avec la chaise roulante, quand on voit une même situation, bien, tout le monde peut la voir différemment avec notre seuil de tolérance aussi. Donc, si on poursuit avec la deuxième étape, au niveau des valeurs qui sont heurtées, en tension, bien, les valeurs définissent notre identité, on l'a bien vu juste avant. En fait, ce ne sont pas seulement des préférences, c'est aussi, elles sont profondément enracinées dans notre identité. C'est un peu comme notre squelette, hein, ça représente qui on est profondément. Elles guident nos actions, nos décisions comme une boussole interne. Et lorsqu'elles sont heurtées, cela peut être perçu comme une atteinte à ce que nous sommes et ce que nous défendons, déclenchant des émotions intenses comme la colère, la tristesse ou la frustration. Donc, c'est pour ça que c'est nécessaire de faire un effort pour prendre conscience des émotions et des valeurs en tension afin de s'apaiser. Donc, si on poursuit encore avec les exemples du début, donc les exemples personnels ou organisationnels, vous pouvez réfléchir justement aux questions que je vous présente ici. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre à chacune. Puis c'est vraiment une démarche personnelle. Vous pouvez vous prendre des petites notes ou même les écrire dans la conversation et de vous questionner en quoi est-ce que la situation me met personnellement en difficulté? Qu'est-ce que je ne peux pas mettre en œuvre qui est essentiel à mes yeux? Qu'est-ce qui m'empêche de bien faire mon travail comme je le souhaiterais? Et comment pourrait-on nommer les valeurs que vous ne pouvez pas respecter parce que des choix organisationnels en imposent d'autres? Et en fait, on se pose souvent la question sur comment on se sent, mais pas souvent sur les valeurs qui sont atteintes en conflit. Donc, des fois, justement, ça permet d'aller se questionner parce que quand on est en vie des émotions, on est un peu en réaction, puis c'est parce que justement, des valeurs qui nous représentent ont été atteintes en conflit. Donc, si c'est difficile justement d'identifier des valeurs, bien, je vous présente ici une liste de valeurs et je vous invite, si vous voulez, à partager justement dans la conversation quelles valeurs justement qui sont atteintes, quelles valeurs ont été affectées si vous aviez à vivre là, un des exemples que j'avais nommé tantôt, soit l'exemple avec le proche, ben, en termes quand on a un rôle de proche aidant, qu'on doit s'occuper de notre proche et qu'on doit quand même aller travailler puis qu'on se sent tiraillé, ou quand il y a des nouvelles décisions organisationnelles qui descendent et que on doit vivre avec et on sait que ça a des impacts là, sur les usagers, les collègues et les services. Donc, je te laisse un petit moment pour partager pour ceux qui souhaitent. On a déjà sécurité qui a été mentionnée, collaboration également, adaptabilité, autonomie, la communication qui revient un peu, l'engagement aussi. Oui. Mm. Et souvent d'être tiraillé dans l'engagement entre nos deux rôles, hein, quand on porte différents chapeaux, c'est ça qui n'est pas facile.
Donc, justement, dans l'exemple 1 aussi, il peut y avoir la famille, le rôle parental, ou de proche aidant, le professionnalisme. Puis au niveau organisationnel, comme qui a été soulevé, justement, l'engagement, la qualité des soins aux usagers, le sens du devoir envers l'organisation. Donc, ils ne sont pas toutes là. On a ressorti une liste de valeurs générales, mais il peut en avoir toutes sortes. Puis c'est là qu'on voit, hein, c'est très diversifié ce qui a été ressorti. Et justement, chaque personne est très différente. Donc, on a toutes des valeurs bien différentes. Donc, justement, un coup que j'ai pu identifier mes émotions et les valeurs qui peuvent être atteintes dans un contexte de souffrance morale, bien, comment justement je peux trouver des pistes d'action pour pouvoir m'apaiser? Donc, en fait, les pistes d'action, c'est surtout des réflexions qu'on veut vous faire faire sur les actions possibles, mais au plan personnel et non organisationnel, hein. Souvent, quand on reprend dans un cadre de travail, des fois, on pourrait avoir des recommandations organisationnelles qui peuvent être très bonnes, mais des fois, on n'a pas toujours le contrôle, puis c'est ça qui amène justement à long terme une certaine souffrance. Donc là, nous, on veut miser surtout sur les pistes d'action plus personnelles. Comment moi, face à moi-même, je peux m'apaiser quand je vis une souffrance morale. Donc, le but, c'est de sortir des pistes d'action pour s'apaiser, prendre soin de moi et tenter de retrouver une harmonie avec nos valeurs et nos émotions qui sont vécues. Est-ce que rapidement, comme ça, il y aurait certaines personnes qui auraient des idées de pistes d'action au plan personnel que je peux faire pour m'apaiser quand je vis des situations comme ça? Choisir nos combats qui ressort. Puis vu que ça peut être parfois difficile, j'ai aussi des petites questions pour vous qui pourraient vous permettre d'y réfléchir aussi. Donc, quelles solutions vous permettraient de vous respecter dans vos valeurs en conflit? Et quels sont les moyens nécessaires pour mettre en place ces solutions? Donc, un coup qu'on a trouvé une piste d'action, une solution, bien comment je pourrais la mettre réalistement en place, en action? Donc, ça peut être des moyens simples dans mon lieu de travail ou des moyens personnels. Il y a différentes choses qui ressortent. Il y en a que c'est de faire de l'exercice physique pour aider à extérioriser tout ça, parler à un proche, prendre un pas de recul, des grandes respirations. Fait que respirer, tenter de voir des choses positives, prendre soin de soi. Prendre une marche revient quand même aussi. Oui, aller prendre de l'air. Oui. Puis, banque d'outils des veilleurs qui est remplie de bonnes Oui, idées. c'est bon. C'est bon. C'est bon. Bien, merci pour le partage. Bien, en fait, il y a vraiment plein de belles pistes. Puis, je suis contente. C'est vraiment toutes des belles pistes personnelles là, que vous avez pu identifier. Donc, justement, si pour ceux que des fois, ça peut être difficile à trouver, bien, pour reprendre encore les exemples donnés, bien, si je reprends l'exemple personnel, le moyen que je pourrais prendre, c'est que cette journée-là, quand ça arrive, je pourrais prendre un temps pour prendre une réelle pause, hein. Souvent, on a une tendance à un peu skipper nos pauses au travail, mais je pourrais prendre le temps de la prendre réellement pour appeler la personne ou la ressource qui s'occupe de mon proche, puis prendre des nouvelles. Comme ça va me permettre de m'assurer que tout va bien. Je peux aussi relativiser que la situation de mon proche est bien prise en charge et il va avoir les soins requis par une personne de confiance. Puis en plus, mon proche, il peut justement il peut être bien heureux d'avoir une journée spéciale avec un membre de la famille ou une ressource ou qui va retrouver ses amis même s'il est malade. Donc ça peut m'aider justement à me sentir mieux avec le fait que je vais quand même aller au travail, mais au moins je m'assure que mon proche il est bien avec d'autres personnes aussi qui s'en occupent. Si je reprends aussi au niveau organisationnel, ben je peux aussi, tu sais, quand justement j'ai pas de pouvoir sur ce qui arrive, sur les décisions organisationnelles, bien dans mon cadre de travail, je pourrais quand même organiser un tableau des bons coups, et faire du renforcement positif auprès de mes collègues, justement, comme on disait tantôt, se féliciter, dire merci, et créer une journée où les collègues apportent des petites surprises, des bouchées à partager, faire un dîner d'équipe, hein, et renforcer la cohésion une équipe de travail, parce qu'on sait que justement le soutien entre collègues est vraiment le plus grand facteur de protection en milieu de travail. Donc, pour faire une petite synthèse, en fait, des démarches qu'on a fait, ben, des étapes qu'on a pu voir ensemble aujourd'hui. En fait, prenez quelques minutes là, quelques secondes, en fait, pour réfléchir à individuellement si je pouvais repartir avec une seule piste de solution aujourd'hui, avec laquelle je repars à ce jour que je pourrais mettre en application réalistement
quand justement je vis des contextes de souffrance morale, que je vis des émotions plus fortes. Je pourrais prendre justement, et j'aimerais ça si des fois je peux vous entendre un petit peu les 5 premières mains levées que Marcel pourra identifier c'est lesquelles, s'il y en a qui ont envie de partager, avec lesquelles vous voudrez partager, soit dans ce qui ont été ressortis dans le chat, soit que ceux que vous avez déjà en tête. C'est peut-être plus facile dans le chat, sinon aussi que prendre la parole. Ben, on a lâcher prise, respirer, voir le positif là, Oui. qui est ressorti aussi dans le chat. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient partager quelque chose de vive voix ou Ou qui ont déjà vécu justement des contextes de souffrance morale, que des fois on a de la misère à prendre un pas de recul, puis des moyens qui vous ont été aidés aussi, hein. Des fois, ça peut être avec notre expérience vécue, puis s'il y en a qui ont envie de partager. Ou de les on a partager dans également, le chat. Oui. ben, oui, dans le chat, justement, il y a quelqu'un qui mentionne la pleine conscience des émotions, des valeurs Oui. qui sont impliquées. Oui, exactement. Ça va retrouver en même temps les étapes qu'on a pu voir aujourd'hui. Puis en fait, justement, puis est-ce qu'il y avait autre chose aussi, Marcel? Oui, là, ça commence à. Oui, oui, OK, bon. Ça prend tout le temps quelqu'un pour casser la glace, là. Bon. Donc, c'est ça, identifier, là, c'est ça, l'émotion puis la valeur. Puis après ça, se concentrer sur la partie sur laquelle on a du contrôle. Donc, ça, Oui. ça revient aussi. Accepter aussi de ne pas être partout de pas pouvoir être partout en même temps. Tu sais. Exact. Donc, d'autres qui partagent l'exprimer ou encore l'écrire. Oui. Ça aussi, des fois, ça fait du bien de pouvoir mettre par écrit ce qu'on constate, puis il nous permet aussi de voir un peu, des fois, un peu de pas de recul ou quelque chose comme ça. Réviser mes priorités, mes buts, ce que je priorise Oui. dans la vie. Oui. Selon nos valeurs, justement, aussi. Mhm. Oui, exactement. Puis même aussi accepter les émotions, même si parfois sont négatives, donc accepter que ces émotions-là puissent venir. Donc, c'est un peu. Puis sinon aussi, des fois, c'est prendre du temps pour soi, quelque chose qui nous plaît, Oui. ça l'aide à. Donc, voilà un peu certaines idées qui ont été partagées. Super, mais merci. Puis justement, pour revenir avec les émotions plus négatives, bien, en fait, toutes émotions sont bonnes à vivre, hein. C'est important de les vivre parce que plus qu'on les accumule, des fois, plus qu'ils vont monter en escalade. Donc, c'est vraiment justement de prendre des fois ce moment-là, là, de faire cette réflexion, là, comme on l'a fait un peu aujourd'hui, sur qu'est-ce que je ressens, pourquoi je le ressens, puis de s'arrêter quelques instants pour mieux l'identifier, puis la vivre, l'émotion aussi, puis de faire un petit récapitulatif là, là-dessus. Puis en fait, là, tu sais, on le fait rapidement aujourd'hui, là, la démarche en 4 étapes, mais toutes les questions là, qui ont été présentées dans ma présentation aujourd'hui, puis qui vont vous être acheminées par Marcel, bien, c'est sûr que toutes les questions, vous pouvez les reprendre justement quand vous sentez que vous vivez des moments difficiles, qu'il y a un contexte de souffrance morale, que vous sentez pris. Vous pouvez prendre un moment avec ces questions-là pour réfléchir à vos émotions, vos valeurs, les pistes d'action qui ont été ressorties. Donc, c'est vraiment des moyens là, pour vous qui vous sont donnés aujourd'hui. Donc, bien, je vous remercie beaucoup de votre écoute ce midi et j'espère que nos présentations, autant que du comité d'éthique et la mienne, ont été bénéfiques pour vous. Puis, n'hésitez pas, là, s'il y a des questions, là, on est présent encore pour les prochaines minutes. Et en fait, s'il y en a qui se posent la question pour l'équipe SPIC, en fait, on est 3 intervenantes. Puis, en fait, on n'est pas accessible, malheureusement, comme le comité d'éthique. C'est vraiment plus des services aux employés via des fois les gestionnaires. Mais on est toujours disponible pour intervenir auprès de vous dans des situations difficiles. Et sinon, personnellement, il y a toujours le programme d'aide aux employés. Donc, je vous remercie. Je vais arrêter mon partage. Donc, on a une question, Véronique. Non, non, c'est une erreur de ma part, désolée. OK, C'est il n'y a bon. pas de problème. Y en a-tu qui aimeraient profiter là, que tout le monde soit là pour poser une question?
Je regarde aussi en même temps. J'ai une question ici. Est-ce que seuls les gestionnaires peuvent se référer à SPIC? Bien, en fait, c'est ça. Nous, on est vraiment une équipe d'intervention auprès des équipes de travail. Donc, la demande initiale, c'est sûr que en termes d'équipe, vous pouvez justement en parler avec vos gestionnaires ou des personnes ressources, mais c'est pas les employés directement comme nous qu'on n'est pas accessible dans le bottin puisqu'on est plus une deuxième ligne. Donc, c'est plus vraiment des fois via le gestionnaire et même les gestionnaires, c'est via leur PRH. Merci pour la précision. Oui, il y a une question, Marjolaine. OK, j'ai mis Oui. mon micro, Oui, excuse-moi. merci. Je voulais savoir, vu que vous êtes une deuxième couche, comme tu dis, est-ce qu'il y a une première couche qui existe pour l'employé, là? Parce qu'on en voit, puis évidemment, on a les veilleurs, là, tu sais, on est des veilleurs exprès Oui. pour justement être près de ces gens-là, puis ben, près ou en tout cas être capable de les référer aussi. Mais à ce moment-là, vous parlez du programme d'aide aux employés seulement. Tu sais, moi, je veux dire, dans le cas où tu as un conflit avec ton chef, mettons. Oui. Moi, j'ai pas ça, là, mais si ça existe à ce moment-là, tu peux pas vraiment demander au chef de référer au SPIC. Tu comprends? Qu'est-ce que- qu'est-ce, Oui. qu'est-ce qui est possible? Et en fait, c'est sûr, tout dépendant, quel est le conflit avec le gestionnaire. Tu sais, en fait, OK. c'est sûr que tu sais, s'il y a de l'incivilité ou quoi que ce soit, nous, c'est pas la portion qu'on va toucher parce qu'il y a vraiment le OK. programme plus d'incivilité et harcèlement au travail. OK. Mais ce qui est plus, puis ça, justement, c'est individuel puis confidentiel et tout et tout. Nous aussi, ça reste Oui. toujours confidentiel, mais nous, on est vraiment, si on peut faire un résumé bien court, là, on est comme un programme d'aide aux employés, mais pour des groupes, pour les groupes d'employés et non Parfait. individuels. Parfait. C'est bon. Ouais, ça répond à ma question. Oui, Merci. c'est C'est bon. très intéressant, en tout cas. Merci. Je ferais Merci. juste un lien avec ça, justement, pour quand il y a une question là, de conflit, harcèlement, là, il y a vraiment la ligne info de CCHV que vous pouvez là, communiquer en tout temps. Fait que autant la ligne téléphonique que le courriel. Fait que je pourrais mettre, Oui, les mettre dans le je vais chat. les mettre dans le clavardage, les coordonnées, là. Donc, vous allez pouvoir Parfait. vous y référer si jamais. Ça va. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, ici, est-ce que la première ligne ne serait pas justement le comité éthique? Ben, je vais répondre là. Oui, Mais oui. on est, comme vous avez vu la ligne à présenter les diapos, puis nous, Mhm. on vous conseille de discuter en équipe, on est plutôt un deuxième recours, mais vous avez le droit de nous contacter. Imaginons que vous avez exploré des discussions en équipe, puis qu'il y a quelqu'un là qui sent, nous on fait pas de médiation, mais si vous sentez que il y a des tensions de valeur, puis que vous avez l'impression que c'est pas entendu, vous pourriez quand même nous contacter. Mais nous, on soutient les décideurs. Alors, on réfléchira avec vous si on peut vous accompagner. Mais en général, on est quand même plutôt une deuxième ligne. Mais dans des cas particuliers, si ça peut vous soutenir pour formaliser, on pourrait se parler quand même. Donc, si vous avez un doute, vous pouvez nous contacter. Mais c'est ça. Si c'est des décisions qui doivent être prises par le gestionnaire, bah, à un moment, il va falloir que le gestionnaire, si c'est lui qui est décideur, il faudra qu'il soit dans la démarche parce qu'on fait un soutien d'aide à la décision. Donc, c'est ça. Mais on ne fait pas de médiation, par contre. On ne va pas vous écouter puis aller rencontrer le gestionnaire. Et puis, ça c'est les ressources humaines qui font. Enfin, ça, c'est des questions plus, je dirais, de ressources humaines. Je ne sais pas si les autres collègues sont d'accord, mais Oui, oui. Vraiment. Merci beaucoup, justement, pour cette précision-là. Là. Puis en fait, si je peux rajouter, tu sais, on est collègues partenaires là, avec le comité d'éthique, donc on n'est pas nécessairement première ou deuxième ligne en soi. C'est que dans le contexte, là, on a fait une présentation sur des sujets qui se suivent, le dilemme éthique, souffrance morale. Mais justement, tu sais, nous, on n'aborde pas que justement les souffrances morales ou au niveau de l'éthique. Il y a divers sujets qui peuvent toucher les équipes de travail, que ce soit le stress, la communication et les enjeux justement de climat d'équipe et tout. Donc, on peut aller en prévention dans les équipes, mais c'est pour ça, c'est pas que justement la souffrance morale au niveau des dilemmes éthiques, là. Si je peux faire la petite pression de là que c'est pas qui avant, c'est plutôt oui.
qui ensemble peut-être aussi, là. Tout à fait. J'aime beaucoup ta reformulation, Alexandre. On collabore. On réfère beaucoup, Oui. en fait. Quand on reçoit des choses, Oui, exact. le speak ou nous, ça va toujours être de se dire, est-ce qu'on est les bons intervenants? Quels sont les besoins? Quelles sont les personnes qui peuvent aider? En fait, vraiment, c'est Exact. ça. On travaille beaucoup en collaboration avec d'autres. Super. Est-ce on aura le temps encore pour une ou deux questions s'il y en a d'autres qui aimeraient avoir d'autres informations? Ça semble complet. Bien, je vais prendre une petite minute pour vous remercier infiniment, vous trois, pour cette super présentation. Là, honnêtement, je pense qu'on repart avec une meilleure compréhension de tout ça, savoir aussi où se référer, qu'est-ce qui existe déjà, puis des outils également. Donc, merci beaucoup. Puis, je pense que ça a été très, très apprécié. Là. Vous pourrez aller voir les commentaires également à la fin. Là. Donc, un très, très grand merci. J'ai déposé le lien vers l'appréciation de la rencontre. Je vais peut-être le remettre à la fin là, pour qu'on puisse, pour que vous puissiez y référer. Donc, si vous pouvez prendre un petit 2 minutes là, pour aller remplir le sondage d'appréciation. Puis peut-être en terminant, vous mentionnez que notre prochain webinaire va avoir lieu le 5 février prochain. C'est dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide. Donc, il va être offert en collaboration avec la santé publique. C'est Madame Diane Potvin de Je vis qui va venir vous entretenir dans le fond. Et puis, le thème est le deuil suite à la suite d'un suicide, comprendre pour mieux prendre soin de soi et prendre soin des autres. Donc, alors voilà, fait que c'est encore le temps de s'inscrire également. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Donc, sur ce, ben, encore une fois, un grand merci. Puis, je vous souhaite à tous et toutes un très, très bel après-midi. Merci tout le monde. Bonne journée. Merci beaucoup.